la diversité de ceux qui effectivement auraient quelque chose à dire, que ce soit par rapport à l'amélioration de l'accès aux services, que ce soit par rapport au débat public ou autre. Monsieur, dans ce cas-là, on appelle acteur que la personne, ou bien que les gens qui ont des moyens et qui peuvent participer un peu évoluer. Voilà. Les gens qui n'ont pas de moyens ne vont pas être acteurs dans la société. De fait, ils ne pèsent pas. De fait, si vous n'avez pas de moyens, pour produire du changement social, pour changer la société, pour l'améliorer, il faut être en capacité d'intervenir sur celle-ci. Et autrement qu'en étant une personne biologique qui naît, qui mange et qui fait vivre sa famille, quoi. Donc, le fait d'être acteur, c'est effectivement le fait de pouvoir développer une stratégie par rapport au développement de son territoire, par rapport à la relation qu'on a avec l'autorité publique, locale, nationale, internationale, etc. Et pour ça, effectivement, tout le monde n'est pas en capacité de le faire, soit parce qu'il n'en a pas les moyens, soit parce qu'il n'en a pas l'intérêt. Ce qui fait que sur un territoire donné, mais comme dans un groupe d'étudiants d'ailleurs, tout le monde n'est pas acteur. Je pense que vous vous êtes rendu compte durant la formation, il y a des étudiants qui viennent là uniquement pour incorporer des connaissances, mais pas pour être acteurs de leur formation. Ce qu'ils attendent, c'est le bout de papier, c'est le diplôme, point barre. Et si on a besoin d'être acteur et on est pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on a besoin d'être acteur, on est pas. Dans la volonté d'être acteur. C'est une des vraies difficultés, c'est-à-dire que dans la... Oui. S'il vous plaît, est-ce que, après, bien sûr, ce que vous avez dit, est-ce que, si j'ai bien compris, vous réduisez en quelque sorte le rôle d'acteur en personnes qui ont les moyens de contribuer au développement. C'est-à-dire une personne qui est pauvre, elle n'a pas en fait, ni la possibilité, ni le droit d'y participer. Quand on regarde, c'est pas qu'elle n'a pas le droit, c'est que matériellement, il est inapte. C'est pas qu'elle est inapte, mais c'est que elle n'est pas en capacité, elle est exclue, oui. Elle est exclue. S'il avait les moyens, donc il va créer quand même une certaine dynamique de changement. Elle va être capable de créer donc l'inclusion dans la société. Et le cas, ce n'est pas le cas. Vous voyez, par exemple, quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des enceintes internationales, au niveau des grands débats internationaux, les représentants, entre guillemets, de la société civile sont toujours les mêmes. Alors, je ne connais pas ici évidemment au Maroc, mais je vois en Afrique de l'Ouest, les personnes qui parlent au nom de la société civile sont toujours les mêmes personnes, ou en Afrique centrale également. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a dans ces groupes défavorisés des personnes qui ont reçu un appui, un appui intellectuel, un appui matériel, un appui politique, qui leur donne la capacité effectivement à s'exprimer et à défendre des positions dans des instances onusiennes ou on parlait de l'OMC, etc. Donc ces personnes-là effectivement sont après régulièrement invitées et deviennent de fait des représentants entre guillemets de la société civile. Mais la grande majorité des paysans, la grande majorité des habitants des quartiers périphériques, des bidonvilles, dans les pays où il y a des bidonvilles, ces personnes-là n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens d'être acteurs. Elles sont à la limite de la survie. Et leur préoccupation, c'est de survivre. Leur préoccupation, c'est comment je fais pour que mes enfants aient à manger demain. Ma préoccupation, c'est comment je fais pour soigner mon papa qui est malade. C'est ça la préoccupation. C'est pas de transformer la société. Parce que... Comment peut-on agir pour rendre la société plus capable d'agir dans le changement ou bien dans le développement social? Alors, c'est ce que... Donc, Pardon,
Oui. Si vous me permettez, Oui. dans le cadre de la formation qu'on a suivie donc, en master, on a eu donc l'occasion de consulter certains ouvrages. Et c'est surtout dans l'idée de Jean Rawls quand il parle de donner donc, la possibilité à toute personne de bénéficier de ces produits publics pour qu'ils puissent être acteurs dans la société, à savoir la santé, l'éducation et bien sûr d'autres services sociaux. Oui. Je vais revenir sur l'idée de la collègue, c'est plus on n'a pas les moyens, plus ça devient, je dirais, difficile d'être acteur. Pas impossible, mais c'est difficile. Et c'est pourquoi, parce qu'on a parlé de moyens, on a parlé, parmi ces moyens, il y a le réseautage, il y a l'organisation. Donc c'est pourquoi les vulnérables, les démunis, les pauvres, plus ils sont organisés, plus ils peuvent devenir, passer d'une phase de subir à une autre phase d'être acteur. Je prends l'exemple, vous avez mentionné le Brésil, je prends l'exemple du Brésil, les agriculteurs sans terre, avant d'être organisés, ils n'étaient pas acteurs, ils subissaient. Mais lorsqu'ils se sont organisés dans une forme d'organisation d'agriculteurs sans terre, maintenant ils deviennent plus acteurs. Donc parfois le rôle d'un acteur, c'est d'aider d'autres populations à s'organiser pour devenir acteurs de développement. On rejoint l'idée de la conscientisation et la mobilisation. Pour Si vous me l'inclusion. permettez, je l'ai bien mentionné dans ma thèse gouvernance locale et lutte urbaine à travers la commune urbaine de Rabat. Alors, dans des quartiers très pauvres, vulnérables, marginalisés, on trouve des associations de quartiers. Même en France, c'était le cas en France, et on l'a dicté au Maroc, par des quartiers très pauvres, ils ont créé des associations pour contribuer, pour s'aider, pour le soutien. Je trouve que c'est très bénéfique, surtout pour lutter contre l'analphabétisme, la pauvreté. Alors attention, justement, c'est pas la conscientisation qui est suffisante. La question, c'est une question de moyens. On est de ressources. Oui. C'est des ressources. Donc, alors, il est possible, en s'organisant entre personnes en situation de pauvreté ou d'exclusion, de pouvoir mettre en place les mécanismes qui permettent d'avoir un minimum de ressources. Donc la première, c'est le temps. Hein. Je disais, question très bête, hein, dans les foyers monoparentaux, la question c'est comment je garde les enfants. Hein. Donc là, c'est pas une question d'être conscientisé pour participer. La question c'est qu'est-ce que je fais si je dois aller à une réunion avec mes enfants en bas âge. Donc, soit je les emmène à la réunion, c'est possible quand c'est des tout petits. Quand ils ont 4 ou 5 ans, c'est déjà plus difficile si on veut que la réunion se passe dans le calme, mais s'ils sont 3 ou 4 ou 5 ou 6, ça devient très compliqué. Hein. Donc, la question c'est, est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes de garde, hein. Ça c'est un. Deux, je ne peux participer que si j'ai un minimum d'informations. Hein. Si je participe sur une restructuration de quartier ou une opération d'urbanisme, hein, avec des changements du système de transport et autres, si je n'ai pas accès à l'information, ma participation sera nulle et non avenue. Donc, qui me donne accès à l'information? Qui me donne... Voilà. Hein, donc, si on ne fait que conscientiser, le risque que l'on voit dans certains cas, c'est que on frustre les gens, parce qu'on ne leur donne pas les moyens d'exercer leur citoyenneté. C'est pour cette raison qu'il faut y avoir des réseaux sociaux pour y avoir une force de pression. Alors, et puis après vous donnerez la parole. Donc il y a la question effectivement des réseaux sociaux. La question aussi, c'est que il est nécessaire que les pouvoirs publics puissent donner des moyens pour que les différents groupes sociaux puissent participer. Hein, s'il n'y a pas un minimum de moyens matériels qui permettent aux plus vulnérables, aux plus exclus de participer, il y a deux tendances possibles. La première, c'est que les gens effectivement se désintéressent de la chose publique. Je dirais, à la limite, c'est le moins grave. Et la deuxième tendance, c'est le fait d'agir à l'encontre de la puissance publique. Hein, c'est ce qu'on a vécu et qu'on vit encore au Nord-Mali en ce moment. Hein, c'est-à-dire d'être dans une logique de violence et de rébellion
contre un État, contre des institutions qui ne vous donnent pas satisfaction par rapport à ce que vous attendez comme citoyen. Je pense qu'on peut élargir le sens d'acteur parce que je pense moi que même si cette petite unité qui est la famille, dont le père de famille est un pauvre et qui toute la journée est en train de réaliser le bien-être de sa famille, c'est un acteur parce que lui, il va changer, c'est pas un grand changement dans le macro, c'est dans le micro. Donc de faire, de garantir l'éducation de ses enfants, de garantir le bien-être de sa famille. C'est un acteur même dans le sens micro d'acteur. Si on pense que l'acteur seulement qui va changer la société, on a beaucoup minimisé le rôle d'acteur. On a beaucoup minimisé le sens d'acteur. Parce que même on va négliger beaucoup d'individus qui sont acteurs eux-mêmes dans leur société. Alors, mon intervention ne va pas dans le sens de négliger ou de dévaloriser ce que fait chacun. Et ce que je veux dire, c'est que par rapport à un objet, par rapport à une question qui va se poser dans une société, qui peut être donc un projet d'aménagement urbain, qui peut être l'installation d'une usine, qui peut être... voilà. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'est pas en capacité d'être acteur par rapport à cela. C'est clair que tout le monde est acteur par rapport à sa famille, de manière positive ou négative. Tout le monde, à d'autres niveaux, est acteur. Mais par rapport à des processus de changement social, à des processus de progrès, à des processus d'évolution du territoire dans lequel on se situe, ou qui vont être liés à de l'aménagement, qui vont être liés à du développement économique, tout le monde n'a pas, et on peut le regretter, mais la situation est celle-là, tout le monde n'a pas la possibilité d'être acteur. Et que si on veut effectivement contribuer au développement social, une de nos responsabilités à nous en tant qu'agents, c'est effectivement de voir comment on fait pour que personne ne soit exclu, et quels mécanismes on peut mettre en place ou contribuer à mettre en place pour que tous ceux qui le souhaitent, après c'est pas tout le monde non plus qui va participer à tout, mais tous ceux qui le souhaitent puissent avoir un minimum de conditions pour participer de la vie publique sur cette objet déterminé. Oui. Moi, je rejoins ce que vous dites, du moment que c'est une conceptualisation plutôt plus ou moins objective de la chose, réaliste. C'est vrai que chacun contribue à sa façon, mais du moment qu'on parle du développement social, c'est question de degré de contribution à ce développement-là, c'est en termes de valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on peut vraiment ajouter à ce développement? Du moment que quantitativement, le degré de contribution d'un père de famille ou bien d'une mère de famille dans le développement social, c'est tellement minime qu'il est plus ou moins négligé ou exclu de la comptabilisation, par exemple, générale du degré de la croissance ou bien du degré du développement social. Mais du moment qu'on a une action ou bien une activité plus ou moins qui aide d'une manière plus les autres, qui contribue plus au développement social, c'est en ce terme-là qu'on peut dire qu'on est vraiment un acteur social. Pour donner un exemple, si je ne connais pas la situation de la scolarisation ici au Maroc, mais je vois dans d'autres pays, quand dans un village ou un quartier, il y a un projet pas dans le sens projet de développement, mais en tout cas on projette l'idée de pouvoir construire un établissement scolaire, mettre en place un établissement scolaire, et que donc il y a nécessité que les gens se mobilisent par rapport à la mairie pour le terrain, par rapport à l'État pour qu'effectivement le financement de l'école soit acquis, et que qu'il y ait des enseignants qui soient nommés, etc. Par rapport à ce projet-là, donc d'une part, tout le monde ne va pas s'impliquer. Ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont plus d'enfants scolaires vont très peu s'impliquer parce qu'ils n'ont pas d'enjeu, ils n'ont rien à gagner dans cette affaire-là. Donc vont s'impliquer essentiellement
les parents qui ont des enfants en âge scolaire ou qui envisagent d'avoir des enfants qui seront en âge scolaire. Donc, il y a besoin effectivement d'avoir des enjeux pour être acteur par rapport à ce projet. Et deuxième aspect, qui va s'impliquer le plus, c'est ceux effectivement qui ont la capacité d'influencer sur la municipalité, sur le ministère de l'Éducation, sur le député qui est à son tour, etc. Et là, effectivement, ce ne sont pas les plus pauvres. Parce que les plus pauvres, à part le nombre, ils ont peu de moyens, effectivement, d'influencer. Et on s'aperçoit que ce sont les personnes qui ont des réseaux de relations, ce sont les personnes qui ont accès à l'information sur l'évolution de la carte scolaire, que ce sont ces personnes-là qui, effectivement, vont vraiment être acteurs pour que cet établissement scolaire puisse se mettre en place et que le ministère de l'Éducation mette le personnel dont il y a besoin. Dans ce sens-là où je dis que tout le monde n'est pas acteur sur tout et que nous, un de nos rôles, effectivement, c'est de contribuer à ce que ceux qui sont exclus puissent effectivement participer, avoir voix au chapitre, ce que vous avez dit, élargir les choix, donc permettre effectivement à chacun de contribuer aux choix qui sont faits sur le plan public, de manière à pouvoir, dans ce cas-là, mettre leurs enfants à l'école. Alors, monsieur, oui. Je crois que vous avez répondu à ma question, sauf que là, partant de votre analyse, par exemple pour Mohamed Younes, il n'avait pas intérêt à créer une activité de microfinance. Il n'était pas pauvre. Pourtant, il a essayé d'aider, de mettre en place des activités dans son environnement. Donc, ce n'est pas toujours cet intérêt personnel. C'est pas toujours pour prendre son propre intérêt qu'on bouge ou qu'on réagit. Mais souvent, on a un intérêt pour son environnement. On cherche à développer son environnement. Donc on ne cherche pas toujours à son propre intérêt. L'intérêt, ce n'est pas qu'un intérêt financier, ça peut être un intérêt purement, je dirais, altruiste, purement en termes de bien-être. ça peut être de bien-être personnel, ça peut être de reconnaissance sociale, ça peut être de notoriété, de conformité avec ses valeurs. Voilà, l'intérêt n'est pas qu'un intérêt matériel ou un intérêt individuel, même si majoritairement c'est quand même ce qui motive l'essentiel de l'humanité. Qu'on soit d'accord ou pas, qu'on le regrette ou non, mais c'est quand même ça qui motive l'essentiel de nos actions, c'est l'intérêt matériel. Mais il y a un intérêt qui est lié au fait d'être, ce que je dis, en capacité de se regarder dans la glace le matin sans honte de la personne qu'on voit en face de soi, du reflet qui vous est donné par la glace. Ça, c'est une réalité. Mais quand vous voyez aujourd'hui, je pense que c'est aussi vrai au Maroc, d'après ce que je lis dans la presse, qu'en France, d'après ce que je lis dans la presse aussi, quand on voit la différence entre les grandes déclarations de certains de nos responsables politiques et leurs pratiques personnelles, on s'aperçoit que l'intérêt altruiste souvent cache un intérêt qui est très matériel. Oui. Mais je pense que les gens qui font les changements, un changement négatif, c'est aussi des acteurs. Aussi des acteurs, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Alors, oui. Mais souvent, les intérêts, alors je n'ai rien contre M. Mohamed Younes, de la Grameen Bank, mais souvent, effectivement, l'intérêt déclaré n'est pas l'intérêt réel. Et il y a effectivement des intérêts, des enjeux cachés. Et là aussi, c'est notre métier de savoir identifier ces enjeux cachés. Même si, je répète, il y a un certain nombre de personnes dans la société qui sont des gens qui ont de la morale, heureusement d'ailleurs, sinon on aurait du mal à continuer à vivre en société. Oui. Je réponds, monsieur. On trouve que dans les partis politiques, c'est l'intérêt particulier au lieu de l'intérêt général. C'est pour ça la majorité des citoyens ne votent plus. On le remarque au Maroc qu'ailleurs. Alors, revenons à le mouton, je reviens à mon idée pour renforcer, pour défendre
mon point de vue. Alors, les associations de quartier, j'ai des exemples concrets. Par exemple, quartier Mellah et Sidi Moussa à Salé. On trouve des quartiers pauvres, marginalisés. Et pourtant, on trouve des associations de familles qui aident les enfants lors de la scolarisation et lors de la fête de l'Eid, pour acheter des moutons pour les femmes pauvres, divorcées et veuves. Les aider. Alors, il y a une contribution, une solidarité entre ces gens-là. Bien sûr, oui. Juste une idée par rapport au rôle de l'État pour le développement social en général. C'est très bien que l'État est un acteur de développement à côté des ONG et du secteur privé en général. Donc, pour renforcer le rôle de l'acteur, l'État doit quand même mettre en place les moyens comme l'éducation, la santé, le logement. Est-ce qu'on peut dire que la société civile, je parle en général et surtout au Maroc, que en fait, le développement social, il est toujours dépendant de l'État? Ça, c'est la première question. La deuxième question, en tant qu'une société civile, est-ce qu'on peut quand même créer un catalyseur pour la motivation des personnes qui peuvent quand même contribuer au développement social sans se baser à 100% sur le rôle de l'État? Parce qu'il y a, si on le veut ou pas, il y a des inégalités dans la société, il y a quand même un déséquilibre par rapport aux sources, par rapport aux moyens, il y a toujours des classes dans la société. Alors ce qui fait, c'est un problème qui existe. Alors comment on peut en fait dépasser ces problèmes-là? Comment on peut en fait trouver une solution pour essayer d'intégrer ces gens-là pour le développement social, pour quand même créer une cohésion et minimiser en quelque sorte l'exclusion sociale? Oui. J'ai une petite intervention parce que là, d'après ce que j'entends de madame, il y a une confusion entre le bénéficiaire et celui qui fait l'acte. Parce que les gens qui distribuent l'aide, est-ce que ces femmes sont des acteurs? Est-ce qu'on peut répondre ces femmes? Ou des bénéficiaires? Pour lui, un acteur, ce n'est pas un bénéficiaire. Je parle bien de l'association. Alors, une association, c'est un acteur. Donc, ce n'est pas le pauvre qui ont créé l'association pour donner des l'équipe. C'est les femmes, c'est les bénéfices. Ce sont des bénéficiaires. Mais pour l'association, je parle bien de l'association. L'association, les membres de l'association, ce sont des acteurs qui aident le quartier. Ce ne sont pas des pauvres. Alors on va essayer de pas faire de dialogue, sinon... Je parle d'association de quartier. Alors, il y a des dons. On va revenir là-dessus. Donc, oui, vous deux, puis après on va... Je reviens, c'est-à-dire on avait dit, pour être acteur, au moins, il doit y avoir un objet, un intérêt aux motivations et des moyens. Donc c'est déjà ça, c'est très important à retenir. Lorsqu'on parle d'intérêt et motivation, ce n'est pas toujours des motivations pécuniaires, mais bien sûr il y a pas mal de... par rapport à la question ou bien le débat que la collègue vient d'ouvrir, pour l'État, pour moi il y a deux visions. Ou bien parler d'un État partenaire avec la société civile, ou bien parfois parler de société civile comme étant un contrepoids. En fin de compte, parce que le fait dans des situations, ça dépend de la nature de l'État, parce que l'État au Maroc, ce n'est pas celle qui est au Mali, ce n'est pas celle qui est en France. Donc, dans certaines situations, la société civile devient un contrepoids et par la suite devient un catalyseur. Je reprends l'idée de Hegel qui est la thèse et l'antithèse dans la synthèse. Donc c'est dans ce poids et contrepoids qu'on voit que se produit ce catalyseur pour le développement et pour le changement. J'ai une opinion différente. Pourquoi? Par exemple, les polyures, il fait un changement négatif, il freine le développement. C'est bon. Alors, les gens sont des acteurs. Alors, peut-être, oui.
les associations de quartier, ils luttent pour la pauvreté, contre la drogue, l'insécurité, plusieurs thèmes. Il aborde plusieurs thèmes, plusieurs points. Donc, ils sont très bénéfiques ou contribuent à un changement réel. J'ai pris plusieurs cas du pays de la France, des quartiers, des associations de quartiers de France. Alors, peut-être. J'ai fait une étude comparative. Alors, juste un point avant, puis on continuera le débat après. Donc, il y a un lien qui est direct entre la question autour des acteurs et cet autre gros mot qui est la question de la gouvernance. Et donc, qui va un peu en réponse à la question que vous posez. C'est-à-dire que sur un territoire, que le territoire soit local ou national, voire sous-régional ou voire plus grand, aujourd'hui, on a un ensemble d'acteurs qui ont des responsabilités ou prennent des responsabilités. C'est clair que l'État est présent. L'État a un rôle à jouer, et l'État est un acteur central. Que ça nous plaise ou ça ne nous plaise pas, c'est une autre affaire. Mais l'État est là, en particulier dans votre pays, qui est un pays qui est assez fortement administré par rapport à d'autres, où l'État est très présent. L'État est un acteur central. Deuxième, donc ça c'est premier niveau. Deuxième niveau, c'est que l'État, depuis quelques années, dans la plupart des pays, s'est orienté vers la décentralisation. Donc, les collectivités territoriales sont également présentes sur les territoires, avec plus ou moins de poids, plus ou moins de force, mais elles jouent aussi un rôle au nom de l'État, puisqu'elles ont leur légitimité de la part de l'État, qui peut leur donner ou leur reprendre, confère le projet de régionalisation avancée, qui devrait modifier le nombre de régions dans le pays. Et ensuite, troisième niveau, on a effectivement sur le territoire un ensemble d'acteurs associatifs, pour ne pas utiliser le terme société civile qui est un peu un gros mot et qui des acteurs associatifs. On a des acteurs économiques, entreprises, etc. On a les acteurs religieux, qui, même dans notre pays à nous, où la laïcité est mise comme en haut, ces acteurs religieux sont présents, ils jouent un rôle extrêmement important. On a des acteurs qui sont des personnes physiques, qui ont une légitimité, soit parce qu'ils ont été anciens responsables politiques, soit parce que c'est des personnalités locales, etc. Voilà. Donc on a un ensemble d'acteurs qui existent, et on a aussi des groupes d'habitants qui effectivement sont dans des positions où ils ne jouent pas ce rôle d'acteur sur le territoire. La gouvernance, c'est bien effectivement de voir comment, à l'initiative des acteurs publics, qui sont ceux en qui, je dirais, nous confions par le vote la responsabilité de nous représenter. Donc comment on peut, à l'initiative des acteurs publics, organiser, réguler les liens entre les différents groupes qui sont sur le territoire, en impliquant les différents acteurs et en faisant que, par rapport à ce qui les concerne, le moins possible de groupes soient oubliés. Parce que c'est clair que si on n'arrive pas à mettre en place, alors, ce que les auteurs appellent un espace public, si on n'arrive pas à mettre en place un espace où il y a un débat qui se fait entre autorités de l'État, responsables, représentants associatifs, secteur privé, responsables religieux, représentants des groupes d'habitants, si on n'arrive pas effectivement à avoir cet espace de débat qui permet de prévenir les conflits qui sont inhérents à toute société,
à les prévenir et à les réguler, c'est clair que on va réguler dans des situations où, à l'échelle planétaire, les ressources ne vont pas augmenter indéfiniment, hein, on va effectivement à des conflits qui peuvent être violents, qui peuvent être destructeurs. Et tout l'enjeu, hein, justement, de la gouvernance, hein, c'est d'arriver à mettre en place ces modalités qui vont permettre à ces différents groupes d'acteurs de se connaître, de discuter et de pouvoir faire des choix, hein, par rapport à l'avenir du territoire. Mais si, effectivement, et donc ces modes de gouvernance, c'est d'abord au niveau local, hein, c'est d'abord au niveau du quartier, c'est d'abord au niveau du Loir, c'est d'abord... Hein, et ensuite qui peut remonter au niveau national. Et quand on regarde ce qui se passe dans les zones de conflit, c'est parce qu'effectivement, il n'y a aucun espace de débat, hein, il n'y a aucun espace où les intérêts des différents groupes d'acteurs peuvent se réguler, hein, peuvent se discuter, peuvent se négocier, qu'on en arrive au conflit. Et si on regarde ce qui se passe en Libye, c'est bien ça. En Libye, il n'y a pas de débat. Hein, il n'y a pas de discussion. Chacun, effectivement, essaie de tirer son épingle du jeu en fonction de ses propres intérêts. Et la situation est ingérable, que ce soit au niveau local ou au niveau national. Le Nord Mali, que je connais un peu plus, c'est la même situation. Et parce que pendant 10 ans, il n'y a pas eu, hein, au Mali, de mise en place de ces espaces. Effectivement, hein, l'État se retrouve complètement seul face à des groupes qui, eux, ne sont pas reconnus par l'État, et on va directement au conflit. Donc, le deuxième, je pense que la deuxième responsabilité, hein, que l'on a, nous, en tant qu'agents, hein, de développement, c'est bien de souvent employer par l'État, hein, ou les collectivités territoriales, puisque l'essentiel des métiers du développement social sont quand même des métiers, hein, où on travaille pour l'État ou pour des organismes liés à l'État, hein, comme l'INDH ou la Fondation M6, etc. Donc, une de nos responsabilités, c'est effectivement, hein, au-delà de pouvoir permettre aux plus exclus de pouvoir jouer un rôle d'acteur, c'est ensuite de contribuer, hein, à ces modes de gouvernance, de contribuer au dialogue, hein, entre les différents groupes d'habitants, entre les différents acteurs qui sont présents sur le territoire, sachant que ce dialogue ou ces régulations, hein, comme disent les politologues, hein, entre les différents groupes sont nécessaires si on veut faire société ensemble. Hein. Mais on n'a pas tous les mêmes intérêts. On n'a pas les mêmes intérêts quand on est homme ou quand on est femme, on n'a pas les mêmes intérêts quand on est riche, quand on est pauvre, on n'a pas les mêmes intérêts quand on est croyant, quand on n'est pas croyant. Ouais. Il y a des choses qui nous différencient, heureusement d'ailleurs, hein, sinon on était tous pareils, la vie serait bien triste. Mais il faut que ça se débatte. Hein. Il faut que ça se débatte, et pour que ça se débatte, il y a besoin qu'il y ait des personnes qui jouent ce rôle, hein, de mettre en relation et de permettre de débattre, sans tomber dans l'agression, hein, ou non plus dans le politiquement correct. Hein. Et là, on a un vrai enjeu, hein, qui est effectivement de développer des compétences, hein, comme les vôtres, comme les nôtres, pour pouvoir permettre cette discussion, parce qu'on s'aperçoit que, moi, le peu de connaissances que j'ai de votre pays, on s'aperçoit que les gens ne se parlent pas sur un même territoire. Les gens se côtoient. Les gens peuvent aller prier à la même mosquée, les gens peuvent effectivement aller boire le café au même café, mais ils ne se parlent pas. Les questions de fond ne sont pas évoquées. Et donc il y a besoin effectivement de provoquer, hein, ces espaces qui permettent de discuter et de mettre en débat des questions de fond, si on veut éviter d'arriver à des confrontations, hein, et d'arriver à des confrontations qui peuvent être violentes, comme on le voit dans les pays voisins. Voilà, c'est moi le deuxième point, hein, en termes de définition. Voilà, il y a un lien direct, hein, entre ces questions d'acteurs et ces questions de gouvernance qui demandent de développer ces capacités
d'acteur de développement social qui de fait a un rôle de médiation, hein, pour utiliser des gros mots, a un rôle de médiation, hein, entre les différents acteurs et un rôle pour leur permettre de débattre. Alors il y avait, vous vouliez intervenir? Non, c'est bon? Pardon, monsieur, Oui. si vous me permettez, là, vous venez de dire qu'en quoi les gens ne se parlent pas. À votre avis, c'est quoi les motifs? Alors, il y a plein de motifs pour ne pas se parler. On ne se parle pas parce qu'on n'a pas confiance en l'autre. Hein, et donc, à partir du moment où on n'a pas confiance, on préfère ne rien se dire ou se dire des banalités plutôt que de discuter des questions de fond. Hein. On ne se parle pas parce qu'il n'y a pas non plus d'espace qui permettent, hein, qu'il y ait un dialogue serein et qui soit constructif. Hein, ça demande des conditions pour pouvoir effectivement se parler. Ou peut-être parce qu'on sent qu'on n'est pas du tout acteur. Ça peut aussi être aussi un motif convaincant, Oui. ou ne pas parler. Mais je pense, dans ce que je peux connaître un peu, en tout cas dans le cas de votre pays, c'est que, je disais tout à l'heure, on est un pays qui est très administré, hein, où il y a une force de l'État qui est quand même très importante. Et passer d'une logique qui est une logique descendante, hein, où on attend effectivement ce qui vient des instructions de l'État, à une logique qui, sans être totalement horizontale, est plus horizontale, où on a la capacité de mettre les choses en débat, et même si on admet que, effectivement, in fine, c'est l'État qui décide, parce que constitutionnellement, c'est à lui qu'on a confié, hein, le rôle de nous représenter, mais c'est pas parce qu'il décide qu'on ne peut pas dialoguer. Hein. C'est quelque chose qui, dans la réalité opérationnelle, est très difficile. Alors, je prends le cas du Maroc, mais en France, c'est exactement pareil. Hein. On y a un État alors, qui est en train de tomber en déliquescence, mais ça c'est une autre affaire, mais qui est un État qui était très puissant, l'État de la Ve République, avec le général de Gaulle, voilà, c'est un État qui s'impose, hein, et arriver à faire qu'un préfet puisse discuter à parité avec un responsable associatif, avec un représentant de population migrante, etc., c'est très difficile. Hein, c'est très difficile et ça demande effectivement un gros travail de préparation si on veut que ce soit positif. D'une part parce que le préfet a l'impression que c'est de quitter du pouvoir si on le met en dialogue, hein, et d'autre part parce que les représentants de groupes de citoyens ont l'impression que s'ils vont discuter avec le préfet, ils sortiront perdants. Donc ils préfèrent ne pas discuter. Hein, on est dans des logiques qui sont des logiques vraiment très... Centrale et verticale. Oui. Mais qui évoluent, hein, bon... Oui. Mais qui évoluent parce qu'on s'applique, parce que des gens comme nous... Parce que la nous nature appliquons. du système, ça le dicte. Oui. Alors, Je crois que les gens ne dialoguent pas ou ne communiquent pas chaque fois qu'ils ne voient pas d'intérêt. Donc plus qu'il n'y a pas d'intérêt, plus donc parlons de la chose publique, plus c'est-à-dire le citoyen ne voit pas que à travers ses idées, à travers sa participation et contribuer au changement, plus il ne participe pas. Dans une localité, dans un groupement c'est-à-dire citoyen, plus on voit un intérêt de dialoguer, plus on participe, plus il n'y a pas cet intérêt. Plus oui, c'est peut-être aussi parce que ces gens-là ne portent pas un regard critique sur la réalité sociale. Et ça rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que quand on est pauvre, on est tellement préoccupé par le travail quotidien qu'on ne regarde pas, et plus on monte dans les sphères sociales, plus on porte ce regard critique, et plus il y a plus de débats et on veut changer les choses. Ok. Alors, ça renvoie à un troisième point qui est celui de la question des inégalités. Hein, et qui est de dire, quand on regarde les inégalités, hein, on a tendance généralement à ne voir les inégalités qu'en termes d'inégalités de revenus, hein, de richesse, hein, en termes d'inégalités. Pardon ? De chance. Voilà, alors, ça c'est
il y a l'inégalité dans les richesses, l'inégalité dans l'accès aux services sociaux. Hein. Et après, en réalité, ces inégalités-là, elles viennent d'inégalités, hein, donc en termes de chance, ou là aussi ce que les économistes appellent les capacités. Hein, l'accès à l'information, l'accès à la formation, hein, et de fait, derrière ça, les inégalités d'accès au pouvoir. Hein, parce que ce qui fonde fondamentalement, ce qui fonde les inégalités, c'est qui a le pouvoir de décider, hein, et d'opérationnaliser ses décisions. Et encore une fois, plus on est pauvre, hein, moins on a d'accès au pouvoir. Donc, et c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on a moins d'accès au pouvoir, c'est parce qu'on a moins d'accès au pouvoir qu'on est pauvre. Hein. Parce que si je n'ai pas accès au pouvoir, ça veut dire que je n'ai pas accès au capital, ça veut dire que je n'ai pas accès à la formation, ça veut dire que je n'ai pas accès à l'information, et effectivement, j'aurai moins d'accès aux services, hein, et j'aurai moins d'accès aux revenus. Hein. Donc le fondement, hein, de la pauvreté, hein, c'est bien un fondement, hein, qui est lié à la répartition du pouvoir entre les différents groupes sociaux, hein, et donc à la capacité d'être acteur ou non, et à participer à la gouvernance. Et donc les choses se tiennent, on est bien sur des choses qui sont éminemment d'ordre politique, hein, et qu'on voit bien dans la société, hein, à travers les inégalités hommes-femmes, à travers les inégalités entre des personnes qui vont résider en zone rurale et les personnes qui vont résider en zone urbaine, etc., etc. Hein. Donc, un de nos rôles, à nous, là aussi, hein, en tant qu'acteurs de développement social, c'est bien de dire on peut effectivement, et c'est pas inutile, améliorer les conditions de vie des habitants, mais la charité, on peut la faire tous les vendredis, durant toute la vie, et durant toute la vie des enfants de ses enfants de ses enfants. Ça ne changera pas le monde. Hein, parce que la question de fond, c'est effectivement une question qui est politique, hein, et qui est le fait que chacun puisse accéder à une parcelle de pouvoir, et en accédant à une parcelle de pouvoir, être reconnu socialement, étant reconnu socialement, améliorer sa propre situation et améliorer la situation de la société. Et là, bien notre rôle à nous, en tant qu'acteurs de développement social, c'est bien de contribuer à ce que les cartes du pouvoir soient rebattues et que nous-mêmes, par notre action, on puisse effectivement permettre aux personnes avec qui on travaille, aux personnes pour qui on travaille, aux bénéficiaires de notre action, pour reprendre le terme de monsieur, de justement ne plus être seulement bénéficiaires, mais de devenir des acteurs. Hein. Et c'est ça, hein, lutter contre la pauvreté et les inégalités, hein, c'est pas uniquement de fournir des bons alimentaires ou des primes comme au Brésil quand on envoie ses enfants à l'école, etc. Ça ne résout pas le problème. Ou le revenu minimum d'insertion, qui est devenu maintenant le revenu, le RSA en France, hein, ça ne résout pas le problème. Les filets de lutte contre la pauvreté ne permettent pas de lutter contre les causes de la pauvreté. C'est utile parce que ça évite aux plus pauvres d'être dans des situations, je dirais, infra-humaines, hein, et de perdre toute dignité, mais ça ne résout pas le problème, ça ne fait que masquer les symptômes. Oui ? À mon sens, ce qu'on peut déduire de ce que vous venez de dire tout à l'heure, je pense que le mot-clé du fait de l'accès à l'action sociale, c'est le mot gouvernance. Parce que la gouvernance, ça reflète la transparence, la reddition des comptes, le fait d'être ouvert pour toutes les couches sociales. Ouais. Excusez-moi, quand on parle surtout de gouvernance démocratique, parce que vraiment le mot gouvernance, la connotation est liée directement à la démocratie. Mais l'idée de la gouvernance, c'est bien derrière
derrière cette idée, l'existence de ce terme, hein, c'est bien cette notion d'espace public, hein, de Habermas, où l'idée c'est de dire comment, je veux dire, sur un territoire, d'arriver à faire que les différentes catégories d'acteurs soient en situation de dialogue. Hein. Qui dit dialogue veut dire effectivement information, hein, ce que lui appelle publicité, hein, donc de rendre public ce que chacun fait, donc la transparence, hein, de débat, hein, et après de capacité de prise de décision. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas décider sur tout non plus. Hein. Donc, ça veut dire qu'on reconnaît qu'il y a des règles du jeu, et que ces règles du jeu, elles reconnaissent des espaces légitimes de prise de décision, qui, dans la plupart de nos États, ces espaces légitimes de prise de décision, ce sont les pouvoirs publics qui en ont la capacité. Hein, parce que c'est eux que l'on charge d'agir au nom du bien commun. Alors que les associations agissent au nom d'un bien collectif, hein, qui répond à tel ou tel groupe d'habitants, mais qui ne répond pas obligatoirement au bien commun de l'ensemble des habitants du territoire. Il y a des associations qui vont lutter pour le droit des femmes, des associations qui vont lutter pour le droit des enfants, il y a des... Mais chacun de ces droits existe, mais après il y a un arbitrage qui est à faire, des priorités qui sont à donner, et ça, a priori, dans nos sociétés, ce sont les pouvoirs publics, hein, qui ont cette légitimité-là. Ou alors, il faut changer de constitution, il faut changer d'organisation de l'État, hein, si on n'est pas d'accord avec ça. Mais régulièrement, on vote pour les constitutions, donc ça veut dire qu'on reconnaît effectivement que ces constitutions sont valables. Voilà quelques petits éléments. Peut-être pas vous prendre plus de temps. Merci pour votre contribution et votre participation active. Et j'espère donc que cette formation sera utile et surtout qu'elle permettra à chacun justement d'être acteur de changement et d'être acteur de changement dans l'intérêt collectif, enfin dans l'intérêt général et pas uniquement au nom d'intérêts particuliers. Voilà. Hein, que l'on soit en lien avec les entreprises, hein, où effectivement il y a un gros travail à faire et, en termes de responsabilité sociale des entreprises, que l'on soit en lien avec la société civile ou avec l'État. Est-ce qu'on peut avoir un support de ce... Alors je vais essayer de vous envoyer des supports que l'on a sur le sujet. Merci. Merci.